Alors, je reviens vers David et on va voir avec David, finalement, en quoi miser sur ses propres collaborateurs serait-il un avantage? On a dressé le constat et vous montriez à quel point, d'ailleurs, on avait peut-être une espèce de retard culturel sur le sujet. Pourquoi miser peut-être davantage sur ses collaborateurs? Pourquoi mieux les connaître et donc mieux les évaluer en dépassant la seule connaissance qui est celle du manager? Je suis d'accord, il y a plusieurs avantages et la mobilité interne est globalement, je pense, avantageuse. Ouais. Parce qu'en fait, travailler dans une entreprise, il n'y a pas que la dimension technique du job, je suis capable de le faire, mais il y a les éléments culturels, il y a la compréhension des codes de fonctionnement et puis le réseau. Et en fait, un candidat interne, il a déjà acquis l'ensemble de ces éléments parce qu'il travaille dans l'entreprise, donc il connaît son fonctionnement, il connaît ses codes, il connaît les éléments de culture. Un candidat externe qui va arriver, il va mettre entre 6 et 12 mois en fonction de la complexité de l'organisation à acquérir ça en fait. Donc quand on a une mobilité interne, directement, on gagne 6 à 12 mois de temps dans le développement du collaborateur parce qu'il connaît l'entreprise. Donc c'est un élément essentiel dans la capacité à performer dans ce job plus rapidement en fait. Ouais. Le deuxième élément, c'est qu'on crée on crée une satisfaction interne, c'est-à-dire que c'est un système vertueux. On donne de la perspective en permettant la mobilité interne et donc le collaborateur s'inscrit dans la durée. Et ses collègues qui voient ce succès, finalement, se disent que pour eux aussi, ça pourra se produire demain. Et donc, on a une organisation qui s'inscrit dans la durée et les gens peuvent se projeter dans l'organisation parce qu'ils savent qu'il y a des capacités d'évoluer en interne et que l'entreprise favorise cette mobilité interne. Donc, en termes de rétention, c'est un outil très puissant de rétention et qui permet finalement de se projeter beaucoup plus facilement. Peut-être les petits inconvénients en interne parfois, outre le fait que ça va créer plusieurs mouvements. Là, on avait un poste à ouvrir quand on fait de la mobilité, en fait, on crée un nouveau poste parce qu'il va falloir remplacer la personne qui change de job. Mais on peut utiliser la même logique. On peut aussi sourcer et la dynamique interne, elle peut être amplifiée. Tout à fait, mais ça crée finalement plus de travail, donc une roue, on va dire. Puis le deuxième inconvénient, et je pense qui parfois inquiète, c'est que quand vous faites de la mobilité interne et que vous avez plusieurs candidats internes, vous allez gérer la gestion du nom en fait. Parce que vous allez prendre une personne, mais vous allez peut-être devoir dire à 3 autres personnes en interne qu'elles sont pas sélectionnés pour ce job. Et eux, ils vont rester dans l'entreprise et ils sont présents. Et il va falloir gérer cette insatisfaction sur la durée. Alors que quand vous êtes en externe, vous avez des candidats, il y en a un que vous prenez, puis les autres, vous leur envoyez un petit courrier pour leur expliquer qu'ils sont pas sélectionnés. Ils sont peut-être pas très satisfaits, mais ils sont pas dans votre environnement. Donc, vous n'avez pas à gérer finalement cette insatisfaction post-sélection, alors qu'en interne, votre travail ne s'arrête pas au moment où vous leur dites non. Le travail doit continuer dans la fonction RH et managériale sur l'accompagnement de ce collaborateur pour créer potentiellement le plan d'action pour que la prochaine fois qu'il postule à quelque chose, il ait une chance d'être successful en fait. Ne pas perdre de l'engagement et de l'engagement, ne pas nuire aussi à la perspective qu'on lui offrait au regard du manager. Parce que finalement, si un manager joue le jeu et met en avant un collaborateur pour un poste en interne et que finalement il n'est pas retenu, la défiance, elle peut être large. C'est beaucoup plus difficile à gérer, effectivement. Comment est-ce qu'on gère ça d'ailleurs ? C'est souvent des situations qui sont compliquées et je pense qu'on arrive à faire que l'exercice soit vertueux qu'à la seule condition de prendre le temps, à la fois dans les débriefs de ce candidat interne pour expliquer le pourquoi, très clairement, et être capable de construire l'après, en fait, de s'engager sur la construction de l'après, en fait, avec le manager, en se disant, si la destination, c'est ce type d'emploi, ce type de poste sur lequel tu veux aller, il manquait tels skills pour que tu puisses être le bon candidat, comment on travaille un plan pour que dans les 6, 12, 18 mois, tu puisses être un candidat, on va dire, qui puisse avoir des chances de succès sur ce job. Donc construire avec les personnes, en fait, l'après. Faut pas s'arrêter à ce job, parce que sinon, on va avoir un vrai problème d'engagement. Oui, et d'ailleurs, on a même la phase suivante. La personne, puisqu'on a dit, et Alexandra l'expliquait, que si c'est un pari, le recrutement, quel qu'il soit, le recrutement interne en est un. Alors, on peut avoir le collaborateur qu'on choisit, et finalement, ça ne se passe pas bien dans le poste. Là aussi, c'est une situation à gérer pour la DRH.
Ah, ça, c'est encore une autre situation, effectivement. Après, et parfois dans les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, on avait des process, ça arrivait, avec des espèces de périodes d'essai, même en interne, qui permettaient aux collaborateurs entre 3 et 6 mois de pouvoir revenir en une situation antérieure quand la situation nouvelle n'était pas satisfaisante. Mhm. Euh, ça existe, je pense plus particulièrement quand vous avez une mobilité géographique qui est associée, Mhm. parce que parfois l'adaptation dans un nouvel environnement géographique est compliquée. Donc ça, c'est souvent très présent. Quand vous êtes dans les mêmes environnements, dans les mêmes bureaux et vous changez d'étage et de direction, c'est un peu moins présent, je l'ai un peu moins vu, mais ça existe dans certaines entreprises, effectivement, cette période d'essai interne pour permettre aux deux parties finalement de s'assurer qu'on avait fait le bon choix. Et d'ailleurs, dans la création d'une dynamique d'entreprise sur le sujet, pour désinhiber et que tout ça se fasse partie de la vie normale, c'est peut-être important de l'afficher, qu'elle soit utilisée ou pas, finalement, cette clause. Pour moi, vous touchez un point essentiel qui est la transparence du process. La mobilité interne, elle n'est vraiment successful que s'il y a une totale transparence sur le process. Et c'est ce que mettent en avant parfois les collaborateurs. Mais parfois, ils ne postulent pas en disant, mais de toute façon, les dés étaient pipés. Donc, je vais même pas postuler parce que je sais très bien qu'en fait, c'est pas un vrai mobilité interne. Et pour que ce soit quelque chose qui fonctionne bien, il faut vraiment avoir une transparence totale, quitte à exclure des positions en disant bah voilà, il y a des positions qui font pas partie de la mobilité, mais au moins on le dit au départ et c'est avec transparence, parce que sinon ça crée une frustration, et je l'ai vécu dans les entreprises où la mobilité était une vraie frustration parce que pas assez transparente en fait. Ouais, que les règles soient claires. Tant pis, je déroge à la règle qui est de traiter les questions à la fin. Mathieu pose la question, pour gérer vos mobilités internes, est-ce que vous avez mis en place du crowd staffing, demande Mathieu. Du quoi, pardon? Crowd staffing. Non. Non, enfin, nous on essaye de faire les choses assez simples. Aujourd'hui, chez La Redoute, ce qui est important, on essaye de ce que j'ai appelé synchroniser les expériences et de se dire, comme on l'a dit au départ, moi je veux que le processus de mobilité interne, il soit un peu le miroir du processus de recrutement externe. Et de se dire, ben, finalement, le manager à la fin, il va avoir une shortlist qui pourra être une combinaison de candidats internes et de candidats externes qui ont suivi un process de sélection quasiment similaire pour qu'ils prennent une décision, on va dire, à sélection comparable. Ok. Alexandra, je ne sais pas, je vous ai vu valider et opiner, donc je voulais vous inviter à réagir. Oui, il y a un certain nombre d'éléments qui me semblaient en résonance avec les recherches. Non, mais le premier point, c'est, je l'ai dit un peu tout à l'heure, c'est lorsqu'une demande est exprimée de la part d'un collaborateur, un souhait d'évolution, il me semble que c'est vraiment pas neutre. Je parlais tout à l'heure de courage et cette demande-là, elle mérite d'être écoutée, mais au-delà entendue. Et c'est-à-dire suivie, accompagnée d'un certain nombre de réponses, pas forcément celles qui sont attendues justement. Mais il me semble que les impacts, je crois que David Lamy l'a un peu touché du doigt, les impacts, disons, d'une mauvaise gestion de cette demande, du début à la fin et même après, peuvent être bien plus négatifs que un candidat externe qui se verrait refuser un poste, comme ça arrive. Alors, on n'est jamais content, mais disons, ça va pas bien loin. Donc là, il y a quand même des enjeux importants, effectivement, par rapport à cette demande. Et sur le plan, oui, je réagissais un peu en acquiesçant. C'est effectivement, David a cité, en fin de compte, des critères qui sont très importants, dans la littérature, on appelle ça de justice procédurale. Et on sait que dans des périodes d'incertitude, et il y a bien sûr des incertitudes tout le temps, mais encore plus quand on, dans ce type de demande, d'évoluer en interne, eh bien, les collaborateurs sont très attentifs, très sensibles à la procédure qui va être mise en place, utilisée pour aboutir à une décision. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que indépendamment de la valence, du caractère positif ou non de la décision finale, puisque comme vous l'avez dit, on ne peut pas retenir tout le monde. Et voilà. Donc ça s'appelle la justice distributive. Qu'est-ce que j'ai à la fin? Bon, indépendamment du résultat, c'est vraiment la manière le comment, c'est la procédure qu'on va mettre en place pour justement expliquer la décision qui est vraiment importante. Et sur ce point-là, effectivement, l'aspect des critères, quels critères
bon, je parle généralement les ressources humaines, en tout cas pour ce poste-là, pour cette procédure-là, quels critères ont été pensés, mis en place pour ce poste-là, que ces critères-là soient, je vous rejoins, soient communiqués. On sait qu'il y a des critères de consistance, de non-discrimination, de représentativité, etc. On est attentif à cela et vraiment, ça me semble crucial voilà, dans ce dispositif de prêter une attention à la justice des procédures. Et puis, dernier point, c'est effectivement l'après. C'est-à-dire, il y a le pendant, l'accueil de la demande, voilà, la communication des procédures, ce qui implique en amont de s'entendre soi-même sur les critères, ce qui n'est pas toujours évident, de sélection. Et puis l'après, c'est-à-dire comment on accompagne effectivement et comment on pense à un éventuel, le mot n'est pas beau, mais échec, c'est pas le bon mot, mais une non-adéquation, on va dire au final. Non-réussite, si on veut. Une non-réussite, c'est pas le bon mot, parce que ça peut être aussi que ça ne plaît pas aussi. Enfin, voilà, bon. Comment on accompagne cette période-là de nouveau, qui n'est pas anodine du tout. Et là, effectivement, il y a aussi l'accompagnement et puis les informations qu'on va donner qui me semblent aussi très, très importantes. Donc, il y a tout un ensemble d'éléments à penser pour accompagner ce mouvement. Et en se disant, d'ailleurs, comme on part du constat du fait que ce n'est pas encore généralisé, loin de là, loin s'en faut, l'affichage de ces règles du jeu et les réussites, quelle que soit l'issue, et la bonne gestion de ces premières expériences pour impulser une dynamique dans l'entreprise sont encore plus importants. Parce qu'à l'inverse, du déceptif mal géré, vous grillez toute opportunité de pouvoir impulser cette dynamique. Oui, et effectivement, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'on sait que le sentiment de justice est très important en termes d'effets positifs sur l'engagement, sur l'évaluation de l'organisation, de son manager, mais à l'inverse, un sentiment d'injustice, donc ça peut être le cas quand la procédure a été mal transmise, on ne connaît pas bien les critères, les dés sont pipés, ce que vous avez expliqué tout à l'heure, a des conséquences très négatives, vraiment très, très difficiles. Ça va toucher à quelque chose de personnel, on va prendre les choses pour soi, c'est injuste, beaucoup de ressentiments, les gens, globalement, vont avoir tendance à essayer de rééquilibrer la jauge, si je puis dire, l'injustice, en s'engageant éventuellement dans des comportements de réparation, on va dire ça comme ça, chacun ses comportements. Mais en effet, vous avez raison, c'est très négatif les effets par rapport à l'avantage de mettre en place ces éléments de justice qui sont finalement pas si coûteux que ça, qui demandent du bon sens et puis de la clarification. Oui, qui est finalement, qui perfectionne les stratégies RH et qui est une logique, le fait de clarifier les attendus ou au-delà de la seule description de poste, c'est finalement le cœur du travail, logique de staffing de la RH. Dominique, peut-être pour compléter sur le sujet, pour éviter les déboires en cas de recrutement, de déception d'un salarié, comment est-ce qu'on gère ça ? Quand le salarié est chez nous et que les dommages collatéraux peuvent être importants si c'est mal géré, s'il n'y a pas de compréhension des règles du jeu. Oui, alors je rebondirais, il ne faut pas se focaliser principalement sur des échecs qui ne sont pas majoritaires dans l'entreprise. On pense à quelques cas de figure et tout le monde a des expériences effectivement d'échecs, mais je pense qu'il y a plus de belles histoires de réussite, d'évolution interne positive que d'échecs. Et j'aimerais reprendre en fait les résultats d'une étude très sérieuse de Mathieu Bidwell, qui est professeur à la Wharton School, qui démontrait en fait que les candidats recrutés à l'extérieur sont payés entre 18 et 20% de plus qu'un candidat promu en interne sur les fonctions similaires, et quitte à agacer tout le monde, leurs performances sont souvent moins bonnes les 3 premières années. Donc là, il y a une raison extrêmement positive d'encourager finalement le regard et de porter un regard neuf sur ses propres collaborateurs qui ont souvent des atouts notables qu'il faut développer, il faut s'autoriser à dire qu'ils peuvent les développer aussi pour occuper des fonctions nouvelles dans l'entreprise et apporter vraiment une contribution positive. Moi, je rebondis très fortement sur ce qu'a dit David Lamy tout à l'heure. La principale difficulté, c'est de comprendre les codes politiques de l'entreprise, comprendre les normes de fonctionnement et
qui, mieux que les personnes qui ont déjà une connaissance de ces éléments, peuvent aujourd'hui ou demain réussir mieux. Et donc, c'est eux qui peuvent porter les transformations. Donc, j'aimerais, plutôt que de porter un regard sur les échecs, dire, voilà, quels sont les verrous. Moi, je pense que l'évolution, je préfère l'évolution dans l'entreprise que mobilité interne, ça s'accompagne de sécurité, ça s'accompagne de règles, ça s'accompagne de procédures, comme l'a dit Alexandra, et ces procédures doivent être claires pour montrer qu'on encourage cela. Bien démontrer et bien rendre visible tous ces principes, ça me semble très important, mais ça s'accompagne de sécurité. Ça s'accompagne de sécurité parce que j'aimerais la semaine dernière, j'ai eu une personne qui m'a dit être très régulièrement dans les entretiens annuels évalué de manière très positive et qui m'a dit avoir candidaté en interne dans une très grande organisation à 7 reprises et elle avait eu un refus. Et elle avait un refus et qu'est-ce qu'elle se dit? Elle se dit que son organisation n'encourage pas, malgré les grands discours, n'encourage pas l'évolution professionnelle ou la mobilité interne. Et elle dit, je peux accepter que je ne sois pas prête ou que je n'ai pas les compétences à ce moment-là pour occuper ou accéder à ces postes, mais elle m'a dit, on me l'a jamais très clairement dit. C'est-à-dire que, et je rebondis sur ce qu'a dit David tout à l'heure, c'est important aussi d'assurer cette compréhension du pourquoi on n'accède pas à un poste et surtout qu'est-ce qu'il faudrait faire pour pouvoir les occuper. Et ça, ce sont des verrous très importants puisque peut-être qu'on n'ose pas suffisamment prendre le temps d'expliquer et de rendre explicite des choses qui sont bien trop souvent implicites. Alors ça, c'est très important parce que ça montre aussi à quel point cette dynamique, elle est un levier de développement professionnel du collaborateur, puisque effectivement, objectiver les éléments manquants, c'est le moyen de lui permettre de progresser, d'avoir une trajectoire. Oui, c'est surtout le moyen de réduire les facteurs limitants à une projection positive. C'est-à-dire que la personne a besoin de comprendre. Alors, bien sûr, elle peut ne pas accueillir positivement au moment où on se le dit, mais elle va maturer ses informations et elle va pouvoir, avec ce niveau, un niveau de compréhension élevé, elle va pouvoir se projeter plus positivement. Donc, encore une fois, c'est rendre visible ce qui ne l'est pas. Ça me semble très, très important. David, sur le sujet, sur les clés et les vertus de donner un peu de lisibilité, de faire un retour qui vont être autant de clés pour que le salarié, dans le pilotage de sa propre carrière, dans la définition de ses objectifs, puisse avancer. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais c'est un exercice compliqué, je pense, et en fait sur lequel on n'est probablement jamais au niveau attendu. En fait, dans le recrutement externe, on fait rarement un débrief poussé à des candidats qu'on retient pas. C'est-à-dire qu'on prend rarement le temps. Il y a des entreprises qui le font très bien, mais dans la majorité des cas, on n'a pas un débrief avec les candidats. Donc c'est pas un exercice qu'on pratique très très régulièrement. Donc en interne, quand il doit être pratiqué, il faut vraiment se préparer en fait pour le faire. Il faut avoir des équipes qui soient formées à ça parce que c'est vraiment un exercice spécifique et il ne peut être que très qualitatif de mon point de vue si en amont en fait la grille d'entretien ou la grille de sélection était très bien élaborée en fait. Parce qu'elle va permettre d'expliquer derrière le pourquoi et factuellement ce que dans beaucoup d'organisations, on n'a pas toujours bien mis en place. C'est-à-dire que oui, on va avoir une job description avec quelques grands éléments qui vont nous permettre de sélectionner. Et puis après, l'entretien, c'est parfois quelque chose qui n'est pas très structuré. Et donc, du coup, au moment de faire un débrief, on n'a pas toujours des éléments très solides. Il y a une partie factuelle, une partie qui est beaucoup moins factuelle, qui est la rencontre, c'est pas forcément bien faite, et on ne sait pas comment expliquer à une personne qu'en fait, on n'a pas toujours envie de travailler avec cette personne en tant que manager. Et donc, je pense qu'il y a des organisations qui le font très bien, mais pour bien le faire, il faut que ce soit un process qui soit travaillé, préparé, documenté, parce que sinon, en fait, on n'arrive pas à faire quelque chose de qualitatif, et c'est là qu'on crée des frustrations.